des pions sur l'échiquier. Avec Sir Ernest Cassels d'Angleterre et avec les Warburg de Hambourg. Jacob Schiff justifia le financement des Japonais en guerre avec la Russie dans une lettre qu'il écrivit au comte Witt, émissaire du tsar, qui assistait aux négociations pour la paix à Portsmouth, États-Unis, en 1905. Peut-on s'attendre à ce que l'influence du juif américain sur l'opinion publique s'exerce en faveur du pays qui persécutait systématiquement ses frères de race ? Si le gouvernement qui vient de se constituer ne réussissait pas à assurer la sécurité et un statut égal dans tout l'Empire vis-à-vis de la population juive, alors le moment serait vraiment venu pour les Juifs de Russie de quitter leur patrie inhospitalière. Le problème auquel le monde civilisé devra faire face sera considérable, mais il sera résolu. Vous n'êtes pas seulement un homme d'État prévoyant et clairvoyant, mais aussi un grand économiste. Vous savez très bien que le destin de la Russie et son avenir seront scellés. On peut encore mieux apprécier l'hypocrisie de Jacob Schiff lorsqu'on sait que depuis 1897, il finançait les terroristes en Russie. En 1904, il participa au financement de la révolution qui éclata en Russie en 1905. Il aida aussi à l'organisation, à l'échelle internationale, du financement de la révolution russe qui éclata dès 1917, donnant à ses associés et à lui-même leur première occasion de mettre en pratique les théories totalitaires. Les banquiers internationaux fomentèrent la guerre russo-japonaise afin de créer les conditions souhaitées pour le succès d'un coup d'État destiné à renverser le pouvoir des tsars. Les plans des banquiers internationaux furent déjoués lorsque les mencheviks, dirigés par des juifs, déclenchèrent de leur propre autorité une révolution en Russie, celle de 1905. Lorsque les banquiers internationaux accordèrent leur soutien financier, la révolution échoua au moment où il semblait qu'elle allait réussir. Les mencheviks, dirigés par des juifs, avaient agi de leur propre initiative. Les banquiers internationaux décidèrent que Lénine dirigerait leur programme révolutionnaire en Russie dès ce moment-là. Lénine naquit à Simbirsk, ville située sur les rives de la Volga. Il était le fils d'un haut fonctionnaire du gouvernement qui portait le titre de conseiller d'État. Il n'avait pas hérité de ce titre, mais il lui était accordé pour service éminent lorsqu'il était inspecteur scolaire. Lénine reçut une instruction universitaire et put s'occuper de questions juridiques, mais il ne se consacra jamais aux affaires. Des étudiants juifs l'avaient persuadé qu'il était temps de renverser la puissance des classes privilégiées, les masses devant prendre la direction de leur pays. Au moment où Lénine considérait que les réformes nécessaires ne pouvaient être mises en place rapidement que par l'action révolutionnaire, son frère fut arrêté par la police et exécuté. On reconnut très vite un intellectuel en Lénine. Il s'était associé aux dirigeants du parti révolutionnaire dès son 20 ans. Nous avons déclaré précédemment que les opulents et influents prêteurs d'argent internationaux avaient participé au financement et à la direction des activités révolutionnaires dans la zone de colonisation. Lénine voulut savoir tout ce qu'il était possible de connaître des hommes qui dirigeaient les nombreux groupes révolutionnaires nationaux unis dans leur but commun, révolution populaire. En 1895, à l'âge de 25 ans, il s'en alla en Suisse et rejoignit Plekhanov, qui avait échappé à la Russie afin d'échapper au destin du frère aîné de Lénine, Alexandre. En Suisse, Lénine et Plekhanov, qui étaient des gentils, ont rejoint des forces qui ne comprenaient que des juifs, Vera Zasulich, Leo Detsch, B. Axelrod et Jules Cederbaum. En 1898, ils constituèrent un mouvement marxiste à l'échelle mondiale qu'ils intitulèrent « Groupe pour l'émancipation du travail ». Cederbaum était un jeune homme comme Lénine. Il s'était acquis une réputation de terroriste impitoyable et d'agitateur accompli dans la zone de colonisation. Il changea son nom en Martov et devint le leader des mencheviks. Lénine dirigea les bolcheviks en Russie. L'échec de la révolution des mencheviks en 1905 convainquit Lénine que la seule façon de réussir une révolution était d'organiser un comité de direction international qui étudierait d'abord et dirigerait ensuite l'effort révolutionnaire. Lénine mit sur pied le Comintern, Comité central de direction révolutionnaire internationale, et les banquiers internationaux le choisirent comme agent au plus haut niveau en Russie. Lénine avait étudié très sérieusement la Grande Révolution française de 1789. Lorsqu'il apprit que le pouvoir occulte qui avait provoqué la Révolution française était encore très actif, il décida de se lier avec eux.
Son plan était de faire croire aux membres du Comintern qu'ils étaient les bras de la matière, mais aussi d'influencer leurs pensées de façon à leur faire poursuivre les plans à long terme des banquiers internationaux. Lorsqu'on ne pourrait plus contrôler les dirigeants révolutionnaires, il leur serait alors possible de les liquider. Nous produirons les preuves qui vous démontreront comment cela s'est vraiment produit. Ayant fixé sa politique, Lénine revint en Russie avec Martov pour organiser sa campagne de collecte d'argent, un amassis de chantage, de vols dans les banques, d'extorsion et de toutes sortes de pratiques illégales. Lénine prétendit qu'il était tout à fait logique de prendre l'argent du peuple et de comploter le renversement du gouvernement. Il établit un principe dans son parti. Tous les jeunes gens qui aspiraient à être membres devaient hériter, comme son frère aîné, Alexandre, leur courage physique et leur vivacité mentale. Lénine insista sur le fait que chaque stade d'entraînement révolutionnaire de jeunes gens comprendrait le cambriolage d'une banque, la destruction d'un poste de police et l'élimination d'un traître ou d'un espion. Lénine recommanda également à tous les dirigeants révolutionnaires d'autres pays de mettre en place une organisation souterraine. En discutant de ce sujet et en écrivant à ce propos, Lénine déclara « Tout ce qui est légal et illégal qui favorise le mouvement révolutionnaire est justifié ». Il avertit toutefois que le parti légal serait toujours sous le contrôle du parti illégal. Cette pratique est en vigueur aujourd'hui, particulièrement au Canada et aux États-Unis. Les communistes qui affichent ouvertement leur adhésion au Parti progressiste ouvrier prennent bien soin de ne pas être impliqués dans les activités criminelles illégales de l'organisation souterraine du Parti communiste. Mais l'appareil dirige secrètement les opérations et en profite financièrement. C'est une constante que bien peu des premiers dirigeants du communisme sont issus du prolétariat. La plupart d'entre eux étaient des intellectuels très éduqués. En 1895, ils provoquèrent une série de grèves, quelques-unes se transformèrent avec succès en émeutes. Ils instituèrent ainsi un des principes fondamentaux de la technique révolutionnaire, transformer un trouble mineur en émeute et amener les citoyens à se battre physiquement contre la police. Lénine, Martov et d'autres révolutionnaires furent arrêtés et condamnés à prison. Lénine purgea sa peine de prison en 1897. Le grand public ne sait généralement pas qu'à ce moment-là en Russie, les délinquants politiques exilés en Sibérie n'étaient pas emprisonnés si on n'avait pas la preuve d'un autre délit criminel. Par conséquent, Lénine emmena avec lui sa belle jeune femme juive et sa mère qui parlait yiddish. Pendant sa peine d'exil, Lénine touchait chaque mois une allocation de 7 roubles 40 kopecks du gouvernement russe. C'était juste assez pour payer la chambre et la table, et Lénine travaillait comme comptable pour gagner un peu plus d'argent. Ce fut au cours de l'exil que Lénine, Martov et un complice de nom de Parvus décidèrent qu'à leur libération, ils publieraient un journal dans le but de réunir les cerveaux et les énergies du mouvement révolutionnaire dans son ensemble, car il était à cette époque divisé en de multiples factions. En 1900 février, Lénine avait purgé sa peine d'exil. On lui donna la permission de revenir en Suisse pour effectuer une visite et il rejoignit les autres leaders révolutionnaires et les agents du pouvoir occulte. Ils approuvèrent son idée et on fit paraître l'Iskra, l'étincelle. Le conseil éditorial comprenait parmi les vieux leaders révolutionnaires Plekhanov, Zasoulich et Axelrod, avec Lénine, Martov et Potrezov qui représentaient les jeunes membres. La femme de Lénine était secrétaire du conseil. Trotsky joignit l'équipe éditoriale 2 ans plus tard. Pendant un moment, le journal était en fait imprimé à Munich et le conseil éditorial se réunissait à Londres. En 1903, le journal fut installé à Genève et les exemplaires passaient en contrebande en Russie et dans d'autres pays grâce à l'organisation souterraine mise en place par les francs-maçons du Grand Orient. Le journal portant le titre d'Iskra, les révolutionnaires qui adhérèrent à la ligne du parti définie par le conseil éditorial furent connus sous le nom d'iskaristes. Le journal réclamait la convocation d'un congrès d'unification à Bruxelles en 1903 pour réunir les différents groupes marxistes. Les sociodémocrates russes, les sociodémocrates polonais de Rosa Luxembourg, le groupe pour l'émancipation du travail et le groupe maximaliste y furent représentés. Dès 1903, la police belge agissait et les délégués partirent à Londres en masse. Ce congrès fut d'importance historique capitale, car au cours de ce déroulement, un fossé idéologique se creusa entre les existes. Lénine devint le leader des bolcheviks ou groupes majoritaires, tandis que Martov devint le leader des mencheviks ou groupes minoritaires. Lorsque les mencheviks encaissèrent la révolution avortée de 1905, Trotsky fit montre de ses capacités de leader.
Il est difficile pour le non-initié de comprendre ce qui brisa la tentative, car les révolutionnaires eurent le contrôle de Saint-Pétersbourg de janvier à décembre 1905 et instaurèrent le Soviet de Saint-Pétersbourg. Lénine et de nombreux leaders révolutionnaires de haut niveau restèrent à l'écart et laissèrent le parti menchevique s'occuper de cette révolution. Lénine était allé à Genève pour consulter le pouvoir occulte lorsque la révolution éclata suite à la tragédie du dimanche sanglant de Saint-Pétersbourg en janvier 1905. Il ne revint pas en Russie qu'en octobre. On accusa le tsar d'intolérance pour la tragédie du dimanche sanglant, mais ceux qui scrutèrent les événements trouvèrent de nombreuses preuves qui les convainquirent de la provocation. L'incident du dimanche sanglant avait été concocté par le groupe terroriste dans le but d'exacerber la colère et la haine dans les cœurs des ouvriers non-juifs vis-à-vis du tsar. L'incident permit aux dirigeants du mouvement révolutionnaire de s'assurer le soutien de milliers de membres d'ouvriers qui jusqu'à ce triste jour étaient restés fidèles au tsar et parlaient de lui comme le petit père. Le dimanche sanglant a une grande importance historique. En janvier 1905, En 1907, le 5e congrès du Parti ouvrier social-démocrate russe eut lieu à Londres. Lénine représentait le parti bolchevique avec 91 délégués, les mencheviks dirigés par Martov avec 89 délégués, Rosa Luxembourg dirigeait ces démocrates sociaux polonais et amenait 44 délégués. Le Bund juif dirigé par Raphaël Abramovitch en avait 55. Les démocrates sociaux lettons, dirigés par le camarade Herman Daniszewski, complétaient la panoplie. Il y avait en tout 312 délégués, dont 116 étaient ou avaient été ouvriers. On avait convoqué ce congrès pour tirer toutes les leçons de l'échec de 1905. Lénine imputa l'échec du coup d'État révolutionnaire au manque de coopération entre les mencheviks et les dirigeants des autres groupes. Il déclara aux 312 délégués que les mencheviks en avaient assumé toute la direction et que toutes les occasions avaient généralement tourné au gâchis. Il en appela à une unité de politique et d'action. Mais il déclara que l'on devrait préparer l'action révolutionnaire bien à l'avance et qu'il fallait jouer, en tirant tous les avantages, sur l'élément de surprise. Martov accusa Lénine de ne pas avoir accordé à l'effort révolutionnaire menchevique tout le soutien qu'il aurait dû lui donner. Il l'accusa particulièrement d'avoir cessé toute aide financière. Martov et les autres groupes juifs dirigés par Rosa Luxembourg et Abramovitch étaient irrités par le fait que Lénine avait pu financer la présence du plus grand nombre de délégués. Ils l'accusèrent de financer son parti bolchevique grâce aux enlèvements, aux contrefaçons, aux vols, et ils le réprimandèrent pour avoir refusé de contribuer dans une proportion équitable, grâce à ses ressources mal acquises, au financement de l'organisation centrale fédérative. Un long rire secoua l'assistance lorsqu'un des mencheviks accusa Lénine d'avoir marié un de ses agents les plus élevés à une riche veuve pour alimenter la trésorerie de son parti. On allègue que Lénine aurait reconnu avoir agi de la sorte pour le bien de la cause. Il soutint que le camarade qu'il avait marié à une veuve était un représentant sain et fort de l'humanité. Il pensait que la veuve avait acquis une bonne valeur pour son argent. Ce fut à ce congrès qu'un personnage de moindre importance à cette époque, Staline, se lia avec Lénine. Le congrès décida finalement que les dirigeants des différents groupes révolutionnaires devraient coopérer plus étroitement et choisit le groupe qui éditerait leurs journaux révolutionnaires. Ils mirent fortement l'accent sur la propagande et décidèrent à ce congrès de réorganiser complètement leur machine de propagande. Les publications devraient adopter la même politique éditoriale, celle de la ligne du parti. En 1908, les bolcheviks entamèrent la publication du Prolétariat. Lénine, Dubrovinsky, Zinoviev et Kamenev en étaient les rédacteurs en chef. Les mencheviks publièrent le Golos social-démocrata. Plekhanov, Axelrod, Martov, Dan et Martinov, Piquel en étaient les rédacteurs en chef. Tous les rédacteurs en chef étaient juifs, sauf Lénine et Plekhanov. Trotsky fit sortir une publication semi-indépendante, Vienna Pravda. En 1909, Lénine obtint le soutien inconditionnel de deux dirigeants juifs, Zinoviev et Kamenev. Ils constituèrent la Troïka et cette amitié dura jusqu'à la mort de Lénine en 1924. Après le 5e congrès du Parti ouvrier des socialistes démocrates russes qui se tint à Londres en 1907, Lénine voulut savoir si son nouveau disciple, nommé Staline, était courageux et digne de 3 ordres. Il souhaitait également convaincre les dirigeants des autres groupes révolutionnaires qu'il était financièrement indépendant.
Afin de mener à bon terme son double dessein, il instruisit Staline en vue du cambriolage de la banque de Tiflis. Staline s'adjoignit pour complice l'Arménien Petroyan, qui changea par la suite son nom en Kempar. Ils apprirent que la banque allait transférer une importante somme d'argent par transport en commun. Ils attirèrent le véhicule dans une embuscade et Petroyan lança une bombe. Le véhicule et les passagers furent pulvérisés, sauf la solide cassette qui contenait l'argent, 250 000 roubles. Une trentaine de personnes y perdirent la vie et le butin revint à Lénine. Staline avait prouvé qu'il était un leader potentiel. Les bolcheviks rencontrèrent des difficultés à utiliser les roubles volés au profit du parti, car une bonne partie de l'argent consistait en billets de 500 roubles. Lénine conçut alors l'idée de distribuer les 500 roubles à des bolcheviks dignes de confiance, présents dans différents pays étrangers. On leur donna pour instruction de se débarrasser d'autant d'argent qu'ils pourraient à une date fixée. Cette instruction fut exécutée, mais 2 des agents de Lénine rencontrèrent la police au cours de la transaction. L'un des agents était Olga Ravitch, qui épousa par la suite Zinoviev, le grand ami de Lénine. L'autre était Meyer Walash, dont le vrai nom était Finkelstein, qui changea par la suite son nom en celui de Maxime Litvinov et fut connu dans le monde entier en tant que commissaire des affaires étrangères de Staline de 1930 à 1939. La révolution de 1905 terminée, le tsar Nicolas II entreprit de faire de nombreuses réformes radicales, entre autres de transformer la monarchie absolue russe en monarchie constitutionnelle, à l'image de la monarchie britannique. Dès que la Douma commença à fonctionner, le Premier ministre Pietra Arkadievitch Stolypine s'avéra grand réformiste. Il domina la politique russe et fit le projet de Constitution Stolypine. Cette constitution garantissait les droits civils aux paysans qui représentaient alors des 85% de la population russe. Ces réformes agraires accordaient une aide financière aux paysans de façon à ce qu'ils puissent acheter leurs propres fermes. Son idée était que la solution logique à contrecarrer ceux qui recommandaient un mode de vie collectif devait encourager la propriété individuelle. Mais les dirigeants révolutionnaires voulaient usurper le pouvoir politique et économique. Ils ne furent pas du tout satisfaits des réformes. En 1906, le groupe terroriste essaya d'assassiner Stolypine en détruisant sa maison au moyen d'une bombe. On fomenta de nombreux complots pour supprimer le Premier ministre le plus progressiste que les Russes puissent espérer. Par une sombre nuit de septembre 1911, le grand émancipateur fut mortellement blessé d'un coup de feu alors qu'il assistait à une représentation de gala au théâtre de Kiev. L'assassin était un homme de loi juif, un certain Mordechai Bogrov. En 1907, les banquiers internationaux organisèrent la panique de Wall Street pour se rembourser de l'argent dépensé lors des guerres et des révolutions russes. Ils étaient également en train de financer les stades préliminaires de la révolution chinoise qui éclata en 1911. De nombreuses réformes parmi lesquelles furent proposées par Stolypine furent poursuivies après sa mort. En 1912, une loi sur l'assurance dans l'industrie donna aux ouvriers de cette industrie des indemnités en cas de maladie et d'accident, les remboursant aux 2/3 pour la maladie et aux 3/4 pour les accidents. On donna pour la première fois depuis qu'on les imprimait un statut légal aux journaux des partis révolutionnaires, et on développa les écoles publiques. On révisa les lois sur les élections afin d'assurer un gouvernement plus représentatif. Et en 1913, le gouvernement du tsar accorda une amnistie générale à tous les prisonniers politiques. Dès qu'ils furent sortis de prison, ils recommencèrent à comploter avec une énergie décuplée le renversement du gouvernement russe. Les terroristes recommandèrent l'élimination de la famille impériale. Mais les réformes avaient séduit la grande majorité du peuple russe. La révolution ressemblait à ce moment-là à une voie sans issue. Les dirigeants du mouvement révolutionnaire décidèrent qu'ils accorderaient provisoirement un sursis à Russie. Ils concentrèrent leurs efforts sur les autres pays, le Portugal et l'Espagne se signalèrent à leur attention. À la suite du brouillard rouge créé par la propagande communiste et d'une campagne d'infamie organisée et menée en Russie comme cela avait été fait en France et en Angleterre avant les révolutions dont elles furent le théâtre, il était difficile de ne pas croire que les tsars et les nobles russes ne furent rien d'autre que de grands monstres barbus dont l'activité principale consistait à réduire les paysans en esclavage, à violer leurs jeunes femmes et à embrocher les jeunes enfants à la pointe de leurs épées en galopant au travers des villages. Afin de prouver que le dernier tsar était un réformiste, nous citerons Bertram Wolff, anti-tsariste et pro-révolutionnaire notoire.
Woolf déclare à la page 360 de son livre « 3 qui firent une révolution » entre 1907 et 1914, au moment des lois de réforme agraire de Stolypine, 2 millions de paysans et leurs familles quittèrent les villages mires et devinrent propriétaires individuels. Tout au long de la guerre 1914-1917, le mouvement s'étendit, si bien qu'au 1er janvier 1916, 6 200 000 familles de paysans, sur environ 16 millions, qui étaient devenus éligibles, sollicitèrent une séparation. Lénine comprit qu'il s'agissait d'une course contre le temps entre les réformes de Stolypine et le prochain soulèvement révolutionnaire. Si le soulèvement devait être remis à plus tard, pour une vingtaine d'années, les nouvelles mesures agraires transformeraient la campagne qui ne pourrait devenir une force révolutionnaire. Lénine cerna de près le problème, comme en teste révélation suivante. En 1917, lorsqu'il demanda aux paysans de prendre la terre, ils en possédaient déjà plus de 3/4. Il est malheureusement vrai que Raspoutine exerça une influence maléfique sur certains hommes et certaines femmes à la cour impériale de Russie. Je sais des dames attachées à la cour à cette époque que Raspoutine exerçait une influence terrible sur l'impératrice car son jeune fils souffrait d'hémophilie et il était la seule personne qui pouvait arrêter les saignements. Or, Raspoutine avait certainement des pouvoirs mesmériques qui ne sont pas rares chez certains sujets russes. Il avait la faculté d'amener l'impératrice sous son influence, non pas de la manière d'un amant, mais dans le but d'obliger le tsar à accomplir ce qu'il voulait qu'il fût. Il n'est pas exagéré de dire que Raspoutine, grâce au pouvoir qu'il exerçait sur le tsar par le biais de l'impératrice, dirigeait en fait la Russie aux grandes armes du peuple russe. Il est également vrai que Raspoutine introduisit dans les cercles de la cour des hommes et des femmes qui pratiquaient les rites païens dont on usa secrètement au palais royal avant qu'éclate la Révolution française en 1789. Ces rites rituels reposaient sur la prétention ridicule que le peuple ne pouvait être sauvé tant qu'il n'aurait pas sondé les bas-fonds de la dégradation dans le péché. Chapitre 8. La Révolution russe, 1917. En janvier 1910, 19 dirigeants du mouvement révolutionnaire mondial se rencontrèrent à Londres. Cette réunion est connue sous le nom de Plénum de janvier du Comité central. On y discuta des différents moyens d'arriver à une plus grande unité. De nouveau, on insista auprès de Lénine pour qu'il abandonne sa politique d'indépendance financière. Il répondit en brûlant les derniers billets de banque de 500 roubles qui provenaient du cambriolage de la banque de Tiflis. Lénine était convaincu qu'il était presque impossible d'encaisser les billets sans se faire prendre par la police. Le plénum décida de faire du journal social-démocrate la publication officielle du parti et les bolcheviks nommèrent Lénine, Zinoviev et les mencheviks Martov et Dan rédacteurs en chef. Kamenev se vit assigner la tâche d'assister Trotsky dans l'édition de la Vienna Pravda. Le plénum discuta également de la tactique que devait adopter le mouvement révolutionnaire mondial. Les délégués considérèrent les répercussions possibles qui pourraient résulter de certains assassinats politiques que l'on projetait. La politique du parti était mise en place et on donna l'ordre au comité central de préparer les temples et les loges du Grand Orient pour l'action. Les membres devaient faire un actif prosélytisme pour leur idéologie révolutionnaire et athée. La ligne du parti était d'unifier tous les groupuscules révolutionnaires dans le dessein de provoquer une guerre entre tous les grands pays capitalistes. Les terrifiantes pertes endurées, les impositions énormes et les malheurs subis par les populations feraient que la majorité de la classe ouvrière réagirait favorablement à l'éventualité d'une révolution qui mettrait un terme aux guerres. Une fois que tous les pays seraient soviétisés, les puissances secrètes seraient en mesure de constituer une dictature totalitaire et n'auraient plus besoin de cacher leur identité. Il est possible que Lénine ait connu les visées secrètes et les ambitions des Illuminati qui modelaient l'action révolutionnaire pour qu'elle s'adapte à leurs desseins. Les dirigeants révolutionnaires devaient organiser leur réseau souterrain dans tous les pays de façon à être prêts à accaparer le système politique et l'économie de leur nation. Les banquiers internationaux devaient étendre les ramifications de leur réseau d'influence dans le monde entier. Nous avons montré que Lénine était devenu actif dans les cercles révolutionnaires en 1894 et qu'il avait décidé d'avoir parti lié avec les banquiers internationaux car il doutait de la capacité des hommes qui dirigeaient les partis révolutionnaires nationaux à dominance juive de consolider les victoires acquises.
Avec ces déclarations en mémoire, il est nécessaire de passer en revue les événements révolutionnaires qui se sont déroulés de 1895 à 1917. On assassina l'impératrice d'Autriche en 1898, le roi Humbert d'Italie en 1900, le président McKinley en 1901, le grand-duc Serge de Russie en 1905, le roi et le prince de la couronne du Portugal en 1908. Afin de prouver que les Illuminati qui agissaient par le biais des francs-maçons du Grand Orient étaient responsables de ces assassinats politiques, nous livrons les faits suivants. Les dirigeants du mouvement révolutionnaire mondial qui se rencontrèrent à Genève en Suisse pensèrent qu'il était utile de renverser le roi Carlos du Portugal de façon à ce qu'ils établissent une république dans ce pays. Et en 1907, ils donnèrent l'ordre de l'assassiner. En décembre de cette année-là, Magalhães Lima, grand maître du Grand Orient du Portugal, vint à Paris pour faire des conférences dans les loges maçonniques. Son sujet était « Portugal, le renversement de la monarchie et la nécessité d'une forme républicaine de gouvernement ». Quelques semaines plus tard, le roi Carlos et son fils, le prince de la couronne, furent assassinés. Les francs-maçons du continent se vantèrent de ce succès. Furnemont, grand orateur du Grand Orient de Belgique, déclara le 12 février 1911 « Vous vous rappelez du profond sentiment de fierté que nous ressentîmes tous lors de la brève annonce de la Révolution portugaise. En quelques heures, le trône avait été abattu, le peuple triomphait et la République était proclamée. Pour le non-initié, c'était un éclair dans un ciel limpide. Mais nous, mes frères, nous comprions. Nous savions la merveilleuse organisation de nos frères portugais, leur zèle et leur travail incessant. Nous possédions le secret de ce glorieux événement. Extrait du bulletin du Grand Orient de Belgique, 5110, page 92. Les dirigeants du mouvement révolutionnaire mondial et les hauts gradés de la franc-maçonnerie continentale se rencontrèrent en Suisse. C'est à cette réunion qu'ils prirent la décision d'assassiner l'archiduc François Ferdinand afin de provoquer la Première Guerre mondiale. La date réelle à laquelle on devait commettre le crime fut laissée en suspens parce que les conspirateurs qui opéraient de sang-froid considérèrent que le moment opportun pour ce meurtre n'était pas encore venu et ne fournirait pas le maximum de répercussions politiques. Le 5 septembre 1912, la Revue internationale des sociétés secrètes, éditée par M. Jouin, publia les passages suivants aux pages 787 et 788. Peut-être la lumière se fera-t-elle un jour sur cette parole d'un haut franc-maçon suisse au sujet de l'héritier du trône d'Autriche. L'archiduc est un homme remarquable. C'est dommage qu'il soit condamné. Il mourra sur les marches du trône. La lumière sur ces mots, on la fit au procès des assassins qui tuèrent l'héritier de l'Autriche et sa femme le 28 juin 1914. Cet acte de violence commis à Sarajevo fut l'étincelle qui mit le feu à la Première Guerre mondiale. Les notes sténographiques de Pharos, prises au procès militaire, sont un document des plus éclairants. Elles fournissent des preuves précises établissant que les banquiers internationaux avaient manipulé les loges du Grand Orient afin de provoquer la Première Guerre mondiale, comme ils avaient manipulé en 1787 à 1789 afin de provoquer la Révolution française. Le 12 octobre 1914, le président du tribunal militaire interrogea Gabrinović, le terroriste qui avait lancé la première bombe dans la voiture de l'archiduc. Le président: dites-moi plus sur les motifs. Saviez-vous avant l'attentat que Tanković et Kanigović étaient francs-maçons? Le fait que vous et eux étiez francs-maçons a-t-il eu une influence sur votre décision? Gabrinović: oui. Le président: avez-vous reçu d'eux la mission d'exécuter l'archiduc? Gabrinović: je n'ai reçu de personne la mission de perpétrer l'assassinat. La franc-maçonnerie a y avoir parce qu'elle a renforcé mon intention. En franc-maçonnerie, il est permis de tuer. Kanigović m'a dit que les francs-maçons avaient condamné l'archiduc François Ferdinand à la mort plus d'un an auparavant. Il est utile d'ajouter à cette évidence le témoignage du comte Tserine, ami intime de l'archiduc, qui écrit dans son livre Gwar World que l'archiduc savait très bien que le risque d'un attentat à sa vie était imminent. Un an avant la guerre, il m'avait informé que les francs-maçons l'avaient condamné à la mort. Après avoir réussi à provoquer une première guerre mondiale, les dirigeants du mouvement révolutionnaire mondial agitèrent le fait même de cette guerre pour convaincre les ouvriers de l'industrie et le soldat que la guerre était une guerre capitaliste. Ils ne cessèrent de faire de l'agitation et critiquèrent tout ce qu'il était possible de critiquer. Ils accusèrent les différents gouvernements de tout ce qui tournait mal.
Les capitalistes internationaux étaient manipulés par les Illuminati qui restaient discrètement à l'arrière-plan, à l'abri de toute suspicion et de tout risque. La Russie, venant à peine d'émerger de sa guerre désastreuse contre le Japon quelques années auparavant, il fut relativement simple aux dirigeants agitateurs patentés qu'étaient les mencheviks de créer une atmosphère de doute, de suspicion et d'inquiétude dans les esprits des ouvriers russes et finalement des troupes en 1914-1916. En janvier 1917, les armées impériales russes avaient perdu pratiquement 3 millions de morts. Le meilleur de la Russie était disparu. Lénine et Martov étaient en Suisse, terrain neutre sur lequel tous les complots internationaux sont ourdis. Trotsky était en train d'aguerrir les centaines de révolutionnaires ex-russes qui avaient trouvé refuge aux États-Unis. Il était particulièrement actif dans l'East Side de New York. Les dirigeants mencheviks amenèrent leur politique subversive dans la Russie et leur premier objectif fut de renverser le pouvoir des tsars. L'occasion vint en janvier 1917. Des sabotages savillement exécutés dans les systèmes de communication, au ministère des Transports et au ministère du Ravitaillement, provoquèrent une sérieuse pénurie de vivres en genre à Saint-Pétersbourg. Ces exactions eurent lieu à un moment où la population s'était accrue démesurément du fait de l'affluence dans la ville d'ouvriers de l'industrie dont on avait besoin pour l'effort de guerre. Février 1917 était un mauvais mois. On introduisit le rationnement de la nourriture. Le 5 mars, le malaise général était évident. Les queues devant les boulangeries grossissaient. Le 6 mars, les rues se remplissaient de chômeurs et des troupes de cosaques arrivèrent dans la ville. Le tsar visitait encore les troupes au front. Le 7 mars, les dirigeants juifs du parti menchevik rassemblèrent les femmes pour manifester dans la rue et protester contre le manque de pain. Le 8 mars, les femmes organisèrent une manifestation. Les dirigeants révolutionnaires les prirent alors en main. Des groupes choisis conduisèrent des manifestations de diversion. Des bandes apparurent ici et là, chantant des chants révolutionnaires et hissant des flas rouges. À l'angle de la perspective Nevski et du canal Ste-Catherine, la police montée et les cosaques dispersèrent les foules sans infliger de pertes. Les foules qui s'étaient réunies autour de ceux qui hissaient les flas rouges et appelaient à la révolution ne reçurent aucun coup de feuille. Il semblait qu'il avait été donné des ordres précis pour éviter à tout prix une répétition du dimanche sanglant de 1905. Le 9 mars, la perspective Nevski du canal Ste-Catherine à la gare Nicolas fut investie par des foules d'ouvrières qui devenaient plus hardies sous la pression des agitateurs. La cavalerie cosaque éclaircit la rue. Quelques personnes furent piétinées, mais les troupes n'employaient que le plat de leurs sabres. À aucun moment les armes à feu ne furent utilisées. Cette patience exaspéra les dirigeants révolutionnaires et les agitateurs durent concentrer leurs efforts pour obliger le peuple à entrer en conflit physique avec la police et les troupes. Durant la nuit, les dirigeants révolutionnaires déployèrent des mitrailleuses discrètes dans toute la ville. Le 10 mars, un incident malheureux fournit la petite étincelle nécessaire à la mise à feu. Terez Kerensky, un socialiste, était un homme très dur. On l'appelait le Napoléon de la Russie. Par l'entremise des bons auspices des banquiers internationaux, messieurs Warburg et fils, Lénine fut mis en relation avec les dirigeants militaires allemands. Il leur expliqua que la politique du gouvernement provisoire de Kerensky et celle du soviet révolutionnaire menchevik était de maintenir la Russie en guerre contre l'Allemagne. Lénine entreprit de réduire le pouvoir des dirigeants révolutionnaires juifs en Russie. Il promit de retirer les armées russes de la guerre contre l'Allemagne à condition que le gouvernement allemand l'aide à renverser le gouvernement provisoire russe et à obtenir le contrôle économique et politique du pays. Ce marché fut accepté et Lénine, Martov, Radek ainsi qu'un détachement de 30 et quelques bolcheviks furent transportés secrètement à travers l'Allemagne en direction de la Russie dans un wagon plombé. Ils arrivèrent à Saint-Pétersbourg le 3 avril. Les Warburg d'Allemagne et les banquiers internationaux de Genève avaient procuré les fonds nécessaires. Le gouvernement provisoire russe signa sa propre condamnation à mort en 1917, lorsqu'immédiatement après sa constitution, il promulgua un décret accordant une amnistie inconditionnelle à tous les prisonniers politiques. L'amnistie comprenait ceux qui avaient été exilés en Sibérie et ceux qui avaient trouvé refuge dans les pays étrangers. Ce décret permit à plus de 90 000 révolutionnaires, la plupart extrémistes, de revenir en Russie. Beaucoup d'entre eux étaient des dirigeants capables. Lénine et Trotsky enrôlèrent cette gigantesque affluence de révolutionnaires dans leur parti bolchevique.
Dès qu'il fut en Russie, Lénine employa la propagande pour attaquer le gouvernement provisoire qui lui avait accordé le pardon, à lui ainsi qu'à ses adeptes. Au début du mois d'avril, le Soviet de Pétersbourg, cela signifie Conseil des ouvriers, était dominé par les mencheviks. Les SR, socio-révolutionnaires, arrivaient en seconde place, et les bolcheviks, pour une fois, étaient minoritaires. La politique du gouvernement provisoire visait à poursuivre l'effort de guerre, car la majorité des Russes considérait que les ambitions totalitaires des seigneurs de guerre nazis noirs allemands constituaient une menace directe pour la souveraineté russe. Chaïdze, qui soutint avec vigueur cette politique, assumait la présidence du Soviet de Pétersbourg en l'absence de Martov. Le vice-président du Soviet, Skobelev, qui était également membre du gouvernement provisoire, soutint aussi l'effort de guerre. Il pensait que si les révolutionnaires pouvaient provoquer la défaite des forces armées allemandes, il serait possible d'aider les groupes révolutionnaires allemands et polonais à renverser le gouvernement allemand au moment de la défaite. L'unique objectif de Lénine à ce moment-là était d'accaparer la direction. Il attaqua la politique du gouvernement provisoire et accusa ses membres d'être des instruments de la bourgeoisie. Il recommanda ouvertement son renversement immédiat par des moyens violents, mais il ne voulait pas s'opposer aux mencheviks du Soviet de Pétersbourg. Lénine donna des instructions à ses agitateurs bolcheviks et leur fit prêcher la destruction du gouvernement provisoire aux ouvriers des usines et aux garnisons militaires. Ils utilisèrent le slogan « Tout le pouvoir aux soviets », qui signifiait « Tout le pouvoir au Conseil des ouvriers ». Parmi les milliers de révolutionnaires qui revinrent en Russie suite à l'amnistie, il y avait bien sûr Trotsky. Il amenait avec lui du Canada et des États-Unis plusieurs centaines de révolutionnaires qui avaient fui la Russie bien avant. La grande majorité était constituée de juifs parlant yiddish, originaires de l'East End de New York. Ces révolutionnaires aidèrent Lénine à accéder au pouvoir. Une fois qu'ils eurent servi à ce dessein, la plupart d'entre eux furent condamnés à l'exil ou à la mort. Il se passa alors un temps très court entre ce moment et la mort, l'exil ou la mise en prison des premiers membres de la Première Internationale. L'histoire des dictatures de Lénine et de Staline devrait convaincre toute personne dénuée de tout préjugé qu'on a utilisé les populations du monde, sans considération de couleur ou de croyance, comme des pions sur un jeu d'échecs international dont les joueurs étaient les banquiers internationaux rouges et les seigneurs de guerre nazis aryens noirs, le tout manipulé par les Illuminati. Une autre preuve que les banquiers internationaux étaient responsables de l'action de Lénine dans la Révolution russe nous est donnée par le Bouc blanc, publié par l'ordre du roi d'Angleterre en avril 1919, Russia One. Mais les banquiers internationaux, par le trumise des directeurs de la Banque d'Angleterre, persuadèrent le gouvernement britannique de retirer le document original et de lui substituer un autre dans lequel toutes les références aux Juifs internationaux étaient supprimées. François Coty dit dans le Figaro du 20 février 1932 « Les subsides accordés aux nihilistes en Russie et ailleurs à cette période par Jacob Schiff n'étaient en aucun cas des actes de générosité isolés. Une véritable organisation terroriste russe avait été organisée aux États-Unis à ses frais et était chargée d'assassiner les ministres, les gouverneurs, les chefs de police, etc. » Les Illuminati, qui utilisent le communisme et le nazisme pour favoriser leurs visées secrètes totalitaires, prévoient l'action révolutionnaire en 3 phases ou 3 mouvements. 1. Le remplacement de la forme existante de gouvernement, sans considération du fait qu'il s'agisse d'une monarchie ou d'une république, en un État socialiste, si possible par des voies constitutionnelles. 2. Le remplacement de l'État socialiste par une dictature prolétarienne par l'action révolutionnaire. Et 3. Le remplacement de la dictature prolétarienne par une dictature totalitaire avec suppression de toutes personnes influentes qui peuvent s'y opposer. Après 1918, tous les juifs russes étaient soit des juifs révolutionnaires se cramponnant avec ténacité aux théories marxistes et œuvrant pour l'établissement d'une internationale des républiques socialistes soviétiques, trotskistes, soit des juifs sionistes qui préféraient retourner en Palestine. Mademoiselle B. Baskerville, dans son livre « Le juif polonais » publié en 1906, dit à propos des ghettos, sur les pages 117 et 118, « Le social-sionisme vise à convertir les sionistes au socialisme avant d'aller en Palestine pour faciliter l'établissement d'un gouvernement socialiste. Et en même temps, ils font de leur possible pour renverser ces gouvernements européens qui ne considèrent pas leur programme politique, leur programme qui regorge d'idées socialistes, qui comprend l'organisation de grèves, d'actes de terreur, et les organisateurs étant très jeunes, des actes de sottise aussi bien.
Le pouvoir occulte derrière le MRM contrôle également le sionisme politique. Cependant, la grande majorité des Juifs qui œuvrent pour le sionisme est totalement ignorante du fait qu'on l'utilise comme des pions sur un jeu d'échecs international. Chapitre 9. Intrigue politique, 1914-1919. La façon dont on employa l'intrigue internationale pour déposer le très honorable H.H. Asquith, alors qu'il était Premier ministre de Grande-Bretagne en 1916, me fut expliquée par un homme qui était extrêmement bien informé. Je le rencontrai en 1917, alors que j'exerçais les fonctions de courrier du roi. Nous étions dans ma chambre d'hôtel. Au cours de la conversation, je lui déclarai que je suspectais fortement un groupe relativement restreint d'hommes richissimes d'utiliser la puissance de leur richesse pour influencer les affaires nationales et internationales en vue de conduire un plan secret et des ambitions personnelles. Mon interlocuteur répliqua « Si vous parlez de telles choses, vous risquez de ne pas vivre assez longtemps pour constater la justesse de vos vues. » Il me parla alors de la façon dont M. Asquith avait été déposé en décembre 1916 et qu'Ontiment en avait mis au pouvoir en Angleterre M. David Lloyd George, Winston Churchill et le très honorable Arthur James Balfour. L'histoire qu'il me raconta avait une remarquable ressemblance au complot du pouvoir occulte qui avait dirigé la campagne d'infamie juste avant le démarrage de la Révolution française en 1789. On se rappellera à ce propos la lettre destinée à attirer le cardinal prince de Rohan au palais royal pour le compromettre avec une prostituée déguisée en Marie-Antoinette. La version modernisée de cette méthode est la suivante. Peu après la déclaration de guerre en août 1914, un petit groupe d'hommes richissimes permit à un certain agent de transformer une vieille mais très spacieuse maison de maître en un luxueux club privé. Les personnes qui acceptèrent de financer une entreprise aussi coûteuse insistèrent pour qu'on garde leur identité secrète. Elles expliquèrent qu'elles souhaitaient simplement soutenir et réconforter les officiers des forces armées qui risquaient leur vie pour le roi et le pays. Le club pourvoyait à toutes sortes de divertissements, de facilités, de plaisirs dans le luxe le plus éclatant. La fréquentation du club était uniquement réservée à des officiers en permission à Londres. Un nouveau membre devait être introduit par un frère officier. Mon interlocuteur m'apprit son nom, le Glass Club. À leur arrivée, les officiers invités étaient interrogés par un responsable qui, s'il était satisfait de leur lettre de crédence, leur expliquait la façon dont fonctionnait le club. On demandait à l'officier qui attendait son admission de donner sa parole d'honneur de ne révéler aucun nom des personnes qu'il rencontrerait au cours de son séjour au club ou après l'avoir quitté. Ayant satisfait solennellement à cette demande, on expliquait à l'invité qu'il rencontrerait un certain nombre de femmes très connues de la meilleure société londonienne. Elles portaient toutes des masques et on demandait à l'officier de ne pas essayer d'identifier ces dames. Ils devaient jurer à garder leur secret s'ils venaient à en identifier quelques-unes par accident. Une fois que ces recommandations étaient faites, on conduisait l'officier dans sa chambre privée qui était meublée et pourvue de la façon la plus riche qui soit. Elle était équipée d'un lit spacieux, d'une armoire de toilette, d'une garde-robe, d'un bar bien garni de vins et de liqueurs, d'une tabatière, ainsi que de toilettes et d'une salle de bain. On priait le nouvel invité de faire comme chez lui et on l'informait qu'il aurait la visite d'une dame. Elle porterait une broche, un joyau qui comportait le numéro de sa chambre. Si après avoir fait connaissance, il souhaitait l'amener à dîner, il le pouvait. La salle de réception dans laquelle les invités et leurs hôtesses se réunissaient, en buvant des cocktails avant le dîner, ressemblait à celle du palais du roi. La salle à manger était suffisamment grande pour contenir une 50aine de couples. Il y avait même une salle de danse. Des tapisseries, des éclairages indirects, de belles femmes fastueusement vêtues, de la musique douce, des senteurs de parfums rares constituaient le décor dans un cadre les plus coûteux et faisaient de cet endroit un paradis tel que les Arabes se l'imaginent. L'atmosphère du club était faite que les officiers en permission se reposaient d'abord, puis participaient à de véritables fêtes romaines. Il n'y avait rien de grossier ou de vulgaire au Glass Club. Tout en cet endroit était beau, délicat, doux et accommodant, tout à l'opposé des horreurs, de la violence et de la brutalité d'une guerre moderne.
Entre les danses, des personnes procuraient des divertissements destinés à susciter des sentiments de bien-être. Lorsque la soirée s'avançait, on dressait un grand buffet littéralement chargé de plats succulents comportant poissons et gemme. Un bar pourvoyait à toutes sortes de boissons, du champagne au simple whisky. Entre minuit et 1 heure, 5 filles splendides interprétaient la danse des 7 voiles. La danse représentait une scène au harem du sultan. Lorsqu'ils étaient fatigués du divertissement, de la danse et de la compagnie des autres personnes, les couples se retiraient dans leurs appartements privés. Le jour suivant, ils avaient la possibilité d'apprécier la baignade à l'intérieur, le tennis, le badminton, le billard ou encore la salle de jeu qui était un Monte-Carlo en miniature. Vers novembre 1916, un très haut personnage fut attiré pour lui faire visiter le club. Il reçut une note lui disant qu'il y obtiendrait des informations de la plus haute importance pour le gouvernement britannique. Il se rendit au club dans sa voiture personnelle et donna l'ordre à son chauffeur de l'attendre. Après avoir été admis, on le conduisit dans une des plus luxueuses salles de séjour. Une dame vint le rejoindre et lorsqu'il le vit, elle en défaillit presque. C'était son mari. Beaucoup plus jeune que son mari, elle jouait ce rôle d'hôtesse auprès des officiers en permission depuis longtemps. C'était une situation des plus embarrassantes. La femme ne savait rien du complot et n'avait aucune information secrète à révéler. Elle fut persuadée que elle et son mari cherchaient à flirter et pensait que seule cette malheureuse chance leur avait permis cette réunion et ce face-à-face. Il y eut une scène. Le mari se fit informer du rôle que jouaient les hôtesses au club, mais ses livres étaient scellés comme ceux d'un mort car il faisait partie du gouvernement. Il ne pouvait pas se permettre d'être impliqué dans un scandale. Chaque employé du club, masculin ou féminin, était un espion. Ils rapportaient tout ce qui s'y passait qu'à leur maître. L'identité des personnes impliquées leur était connue. L'information ainsi obtenue était inscrite dans ce qui devint le Black Book, le livre noir. Le livre noir mentionnait leurs péchés par action et omission, leurs vices particuliers, leurs faiblesses et le degré d'affection envers leurs parents et leurs amis, leurs liens avec et leur influence sur les hommes politiques, les industriels et les hommes de l'Église. Tout était curieusement noté. En novembre 1916, un membre du Parlement essaya d'exposer ce qui se passait au Glass Club. 3 officiers de l'armée, qui avaient protégé le club, suspectèrent qu'il s'agissait d'un énorme réseau d'espionnage après qu'on ait tenté de les faire chanter en leur demandant des informations qui se seraient avérées d'une grande valeur pour l'ennemi. Leur aventure impliquait une dame australienne, son chauffeur, et les femmes et les filles de plusieurs personnages haut placés dans le gouvernement. Les tentatives qu'on a fit pour connaître la vérité furent stoppées net, mais on fit mention du Black Book au Parlement et dans la grande presse. On déclara que la politique du gouvernement était à la merci d'un scandale gigantesque, qui s'avérerait calamiteux à un moment où les forces armées sur la mer, sur la terre et dans les airs subissaient de terribles revers. La presse libérale commença à attaquer le Premier ministre. On l'accusa de donner asile dans son gouvernement à des hommes qui étaient incapables d'assumer les charges et d'avoir fait des affaires considérables avec les industriels et les financiers allemands avant la guerre. On l'accusa d'avoir été amical envers le Kaiser et d'avoir été incapable de prendre des décisions rapides et fermes. On le ridiculisa en le qualifiant de « Asquef qui attend de voir ». Les données qui étaient ramassées contre les hauts fonctionnaires impliqués dans le scandale du Glass Club amenèrent à la démission du gouvernement. Ainsi, selon les explications de mon interlocuteur, l'Empire britannique dut changer de gouvernement en plein milieu d'une guerre mondiale. Lorsque Asquith démissionna en décembre 1916, une coalition gouvernementale dirigée par David Lloyd George le supplanta. Winston Churchill et le très honorable Arthur Balfour en étaient 2 des plus notables membres. Peu de temps après avoir entendu cette histoire, je fus stupéfait de constater que les 3 officiers dont on avait fait mention étaient signalés dans les listes officielles comme « tués en combat ». En temps de guerre, une telle chose est tout à fait possible. Mais peu de temps après, je reçus une brève note mentionnant qu'on avait emprisonné la dame australienne et son chauffeur en vertu de la loi du royaume sur la défense nationale. Vint enfin l'annonce qu'un membre du Parlement impliqué dans l'affaire s'était retiré de la vie publique. Quelques semaines plus tard, on me retira ma fonction de courrier du roi et on me nomma officier navigant dans la flotte des sous-marins britanniques.
Nous perdîmes 33% de nos officiers et de nos hommes, mais je fus parmi ceux qui survécurent. Ce fut bien après la guerre, quand je suis retourné étudier l'histoire moderne et les religions comparées, que j'ai commencé à me rendre compte de la grande importance du sionisme politique dans le complot de tout obtenir, le contrôle absolu de l'économie mondiale. Les événements historiques qui vont suivre parlent d'eux-mêmes. Lorsque la guerre éclata en 1914, le très honorable H.H. Asquith était Premier ministre. Il était anti-sioniste. Les banquiers internationaux décidèrent le remplacement du gouvernement Asquith par une coalition gouvernementale dans laquelle David Lloyd George et Winston Churchill useraient de leur grande influence. David Lloyd George avait été pendant des années l'avocat du mouvement sioniste dirigé et financé par les Rothschild. Winston Churchill avait été partisan du sionisme politique depuis son entrée en politique. En 1917, les banquiers internationaux soutenaient les mouvements bolcheviques et sionistes. Il semble incroyable que le gouvernement britannique ne connaisse pas ce qui se tramait, surtout quand on sait qu'il dut intervenir pour faire libérer Trotsky et ses dirigeants révolutionnaires emprisonnés à Arifet et de la France, quels que soient les événements, pour que notre peuple puisse s'établir en grand nombre en Palestine. Ensuite, pour qu'il soit possible d'obtenir de ces puissances l'assurance formelle que la Palestine deviendra indépendante dès que sa population se sera accrue en des proportions suffisantes pour la justifier. Le 26 septembre 1917, Louis Marshall, représentant légal de Kuhn, Loeb et Co., écrivit à son ami Max Senior, autre sioniste important, ce qui suit. Le major Lionel de Rothschild, de la Société des Juifs britanniques, m'informe que son organisation est en plein accord avec le Comité juif américain. La déclaration Balfour, avec le consentement des puissances, est un acte de la plus haute diplomatie. Le sionisme n'est qu'une étape d'un plan à longue échéance. C'est un piédestal sur lequel on peut installer une arme puissante. Toutes les protestations que pourraient faire les opposants seraient vaines et les soumettraient individuellement à des sanctions détestables et concrètes mais très impressionnantes. Je préfère ne pas penser aux conséquences qui pourraient en résulter. Nous avons ici un aveu brutal de la part de Louis Marshall que le sionisme n'est qu'une étape d'un plan à longue échéance. C'est un piédestal sur lequel on peut installer une arme puissante. Le plan à longue échéance auquel il fait référence ne peut être que le plan à longue échéance dont nous avons déjà parlé et auquel nous avons continuellement fait référence. C'est un plan au moyen duquel les financiers internationaux espèrent remporter le contrôle absolu des richesses, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier. Voici quelques événements historiques parmi les plus importants qui confirment la déclaration que nous venons de citer. Le 28 janvier 1915, M. Asquith, Premier ministre d'Angleterre, écrivit dans son journal « Je viens de recevoir de Herbert Samuel un mémorandum intitulé « L'avenir de la Palestine ». Il pense que nous devrions implanter sur ce territoire à peu près 3 ou 4 millions de Juifs européens. On a presque l'impression de lire une nouvelle édition mise à jour de Tancred. Je confesse ne point être intéressé par cette proposition d'accroissement de nos responsabilités, etc. Le Premier ministre Asquith se présentait donc comme antisémite. Des sionistes éminents possédaient la plupart, sinon toutes les principales industries de guerre en Grande-Bretagne. Sans aucune raison valable, en 1915-1916, la Grande-Bretagne se trouva soudainement à court de produits chimiques dans la fabrication d'explosifs, si bien que les canons et les munitions qu'on avait promis à nos alliés russes ne purent être fabriqués. Les obus destinés à nos canons étaient devenus tellement rares que nous fûmes contraints de les rationner et le gouvernement Asquith fut accusé de saboter l'effort de guerre. Mais examinons les faits. Sir Frédéric Nathan était le responsable de la production chimique. Messieurs Brunner et Monde reçurent la tâche de faire tout ce qui était en leur possible pour redresser cette situation délicate. Utilisant les fonds du gouvernement, ils construisirent une grande usine chimique à Silverstone. Sir Alfred Monde, pendant ce temps-là, fut nommé commissaire des ateliers de Sa Majesté et devint par la suite chef de l'agence juive en Palestine. On lança le travail à toute vapeur dans l'usine et elle revint au niveau de production en un temps record. Les félicitations ne manquèrent pas et on gratifia d'honneur les richissimes financiers sionistes qui, soi-disant, œuvraient pour l'effort de guerre britannique. Mais dès que l'usine de Silverstone se mit à produire, elle sauta, causant la mort de 40 personnes. Plus de 800 bâtiments et habitations furent détruits. Pour plus de précisions sur cet aspect de la guerre, lire le dossier d'accusation de C.H. Douglas.
La Grande-Bretagne ne put fournir des armes et des munitions à la Russie comme elle l'avait promis, et elle expérimenta de sérieux revers militaires sur le front Est. Les journaux rapportaient que les troupes russes combattaient avec des bâtons et à poings nus avant d'être massacrées par des troupes allemandes bien armées. Une lettre du professeur Bernard Paresse, qui en fut ennobli par la suite, sous-entendait que les canons et les munitions promises au gouvernement impérial russe avaient été délibérément gardés pour créer les conditions favorables à la révolution que complotaient les banquiers internationaux à Genève et à New York. La lettre du professeur Paresse, écrite en 1915, révèle en partie ceci. Je dois déclarer à mon humble envie que l'échec malheureux de messieurs Vickers-Maxim et compagnie dans la fourniture de munitions à la Russie, qui aurait dû arriver dans ce pays il y a 5 mois, met gravement en danger les relations entre les deux pays et en particulier leur coopération dans la guerre actuelle. Je déclare formellement que jusqu'ici, no ravitaillement d'Angleterre n'a atteint la Russie. David Lloyd George, à l'époque où la lettre était écrite, était chancelier de l'Échiquier, ministre des Finances et responsable du financement de la guerre. Sir Ernest Cassels contrôlait messieurs Vickers-Maxim et Co était associé aux affaires de Kuhn, Loeb et Co de New York, elle-même associée aux Rothschilds et aux banquiers internationaux d'Angleterre, de France, d'Allemagne, etc. Lorsque l'on parla de la lettre du professeur Paresse au gouvernement, Lloyd George aurait pris la défense de sa politique en déclarant que charité bien ordonnée commence par soi-même. Nos soldats britanniques qui combattent en France n'ont que 4 mitrailleuses par bataillon. On ferait mieux de les équiper avant d'exporter des armes à la Russie. Lord Kitchener aurait répondu « Je considère que c'est un luxe d'avoir plus de 4 mitrailleuses par bataillon alors que nous ne pouvons pas fournir les armes promises à la Russie. Le résultat est que les Russes n'ont qu'un fusil en état de fonctionnement pour 6 mônes. » Les agents des conspirateurs internationaux reçurent l'ordre de salir Lord Kitchener et ils firent circuler la rumeur suivante dans le monde entier. Lord Kitchener aurait déclaré qu'il considère que plus de 4 mitrailleuses par bataillon de soldats britanniques combattant en France est un luxe. Cette atteinte à la réputation de Lord Kitchener, véritable contre-vérité, a eu la vie dure. On l'a trouvé encore dans la biographie de David Lloyd George, publiée récemment, et dans un compte-rendu de biographie publié il y a peu de temps. Dans le Toronto Star Weekly, j'ai envoyé au rédacteur en chef du Star Weekly tous les renseignements véridiques concernant cet événement historique important. Il m'a répondu que c'était de la dynamite, beaucoup trop dangereuse à manier pour lui, et me signala qu'il avait transmise ma correspondance au Daily Star. Inutile de dire qu'on ne publia jamais la vérité. Afin de prouver que Vickers-Maxim et Co étaient sous la coupe de Kuhn, Loeb et Co à cette époque, Boris Brazol déclare aux pages 116 de The World at the Crossroads, Le monde à la croisée des chemins, le 4 février 1916, le Parti révolutionnaire américain russe fit une réunion à New York à laquelle assistaient 62 délégués. On révéla que des rapports secrets venaient d'arriver tout juste au siège du parti en provenance de Russie. Il fit assurer à l'Assemblée que des fonds substantiels seraient accordés par des personnes qui souriaient à la libération du peuple russe. À ce sujet, on mentionna fréquemment le nom de Jacob Schiff. Jacob Schiff était à cette époque associé principal de Kuhn, Loeb et Co de New York. Une cinquantaine des révolutionnaires sur les 62 qui assistèrent à la réunion du 4 février 1916 étaient des hommes qui avaient eu un rôle actif lors de la révolution de 1905. Ils furent utilisés une autre fois pour fomenter des troubles révolutionnaires. Mais Jacob Schiff avait prévu que Lénine usurperait les fruits de la victoire dans l'intérêt des banquiers internationaux. L'Encyclopédie du savoir juif déclare propos du sionisme « La guerre mondiale eut comme conséquence l'abandon de Berlin comme centre d'organisation et l'autorité suprême fut transférée au comité d'urgence sioniste provisoire établi sous la direction de Justice L. D. Brandeis ». Jacob de Haas écrivit dans son livre Louis Dombitz Brandeis, le service sioniste des transferts, ses ramifications s'étendaient dans toutes les zones militaires occupées par les Alliés, en Turquie, en Syrie, en Palestine et en Transjordanie, et même à Bagdad. Pas un seul sang US sur les millions brassés ne fut perdu. En commençant en utilisant les services des offices appropriés du département d'État des États-Unis comme moyen de communication et de cautionnement, ce service obtint le succès et l'efficacité nécessaires, si bien que le Trésor des États-Unis l'employa pour transmettre des fonds et des messages que le gouvernement ne pouvait communiquer avec succès. Les ambassades des capitales européennes avançaient de liquide à la demande du ministre de l'exécutif sioniste de New York.
L.F. Fry déclare à ce propos aux pages 51 de son livre « Le retour des flots vers l'Orient », à partir de ce moment, on ressentit de plus en plus leur influence dans les cercles politiques d'Europe et d'Amérique. En particulier, le Zionist Transfer Department, comme on l'appelait, avait la possibilité de transférer des fonds et des informations aux éléments subversifs des pays ennemis. Ensuite, nous retrouvons les loges du Grand Orient sur la scène du mouvement révolutionnaire. M. Herzberger déclare aux pages 145 et 146 de « Mon expérience de la guerre mondiale », le 16 mars 1916, l'Alliance israélite versa au Grand Orient de Paris la somme de 700 000 francs et dans les archives du Grand Orient de Rome, on peut constater que, le 18 mars 1916, eut lieu le transfert d'1 million de lire au Grand Orient de Rome. Je ne suis pas assez naïf pour imaginer que l'Alliance israélite utilise les deux Grands Orients uniquement pour le dessein de faire parvenir 1 million de lire aux Juifs italiens. Sur les événements qui suivirent la démission d'Asquith en 1916, A.N. Fields déclare aux pages 104 de All These Things, toutes ces choses, l'influence juive dans la politique britannique se fit davantage ressentir après l'accession au pouvoir de M. Lloyd George. L.F. Fry déclare aux pages 55 de Retour des flots vers l'Orient, la première réunion officielle du comité politique eut lieu le 7 février 1917 dans la demeure du docteur Moses Gaster. Étaient présents Lord Rothschild, James de Rothschild, fils d'Edmond de Rothschild de Paris, ancien propriétaire des colonies Rothschild en Palestine, Sir Mark Sykes, dont la maison aux portes de Buckingham était le quartier général de la cause sioniste, centre affaiblement équipé d'appareils télégraphiques, etc., Sir Herbert Samuel, Herbert Bentwich, futur procureur général de Palestine, Harry Sacher, Joseph Cohen, Chaim Weizmann et Naoum Sokolov. Il y avait discuté tous les aspects du programme sioniste qui devait servir de base aux négociations officielles englobant les futurs mandats Palestine, Mésopotamie et Royaume du Hedjas. J.M.N. Jeffries Opcap cite « Les minutes de cette réunion furent chiffrées et communiquées sur le champ à l'organisation sioniste des États-Unis. À partir de ce moment, sa branche politique des États-Unis commença à façonner et à diriger la politique britannique et les affaires britanniques. » Afin de démontrer la réalité du pouvoir qu'exercent les banquiers internationaux dans les affaires du gouvernement britannique, nous citerons Samuel Landman. Landman écrivait « Un accord des Unis d'Amérique. Monsieur Protopopov, le ministre russe de l'Intérieur, y était, de même que Monsieur Warburg de Hambourg, frère de Paul Warburg, associé de Kunlub & Co. de New York, qui avait mis au point la législation du système de réserve fédérale en 1910. Nous verrons que dans le but de savoir comment on s'entendrait sur le financement de Lénine et de Trotsky pour renverser le gouvernement russe, des délégués vinrent de toutes les nations en guerre. Il fut décidé finalement que Kunlub de New York mettrait 50 000 $ à la disposition de Lénine et de Trotsky à la Banque de Suède. En 1917, les officiers des renseignements britanniques et américains rapportèrent ces faits à leurs gouvernements respectifs. Ce fut à ce moment tragique que le commandeur I.N. Cromie mourut en repoussant une foule de révolutionnaires qui attaquaient le consulat de Grande-Bretagne à Saint-Pétersbourg. Il retint ses enragés afin de donner à ses collègues le temps de brûler des documents qui avaient trait à ces questions et à d'autres sujets. Le gouvernement américain expédia au gouvernement britannique les rapports qu'il avait reçus de ses services de renseignement. M. Oudendike, ministre des Pays-Bas à Petrograd, qui veillait sur les intérêts britanniques en Russie après que le commandeur Cromie ait été assassiné, avertit également le gouvernement britannique. Son avertissement fut publié en avril 1919 dans le livre blanc sur la révolution bolchevique, édité par les imprimeurs du roi. Les plans que Jacob Schiff avait dressés pour permettre à Trotsky et à sa cohorte de révolutionnaires professionnels de revenir à Saint-Pétersbourg via New York tombèrent à l'eau lorsque Trotsky fut emprisonné par le gouvernement canadien à Halifax, Nouvelle-Écosse. Le pouvoir que les banquiers internationaux exercent sur les gouvernements constitutionnels est donc prouvé par le fait qu'ils protestèrent aussitôt auprès des gouvernements concernés. Trotsky et son gang de révolutionnaires furent relâchés et ils reçurent un sauf-conduit pour traverser la zone de blocage britannique. Nous avons une preuve supplémentaire de la complicité des politiciens britanniques dans la révolution russe de 1917, grâce à D. Petrovsky, qui nous expose le rôle joué par Sir J. Buchanan, ambassadeur de Grande-Bretagne.
Petrovski prouve que même s'il était parfaitement informé de tout ce qui se tramait dans les coulisses, le gouvernement de Lloyd George aida les banquiers internationaux à faire entrer Trotsky et ses révolutionnaires en Russie, pendant que le haut commandement allemand aidait les banquiers internationaux à faire passer Lénine et son gang de révolutionnaires de Suisse à Pétrograd. Lénine et ses hommes de main furent fournis un wagon de chemin de fer privé pour leur voyage à travers l'Allemagne. Monsieur Petrovski révèle que Miliukov, qui avait été nommé ministre des Affaires étrangères par le gouvernement républicain russe au printemps 1917, fut l'homme qui négocia cette intrigue qui impliquait des nations en guerre. Il est aussi mentionné qu'en remerciement de la coopération du haut état-major allemand, le gouvernement de Grande-Bretagne accepta la requête de Miliukov, à savoir la libération de M. M. Litvinov. Ce dernier avait été arrêté par les officiers du service de renseignement britannique, en tant qu'espion d'Allemagne. Les origines de M. Litvinov s'avèrent d'un grand intérêt. Ses parents portaient le nom de Finkelstein. Lorsqu'il rejoignit le mouvement révolutionnaire mondial, il changea de nom pour celui de Meyer Wallar. Lorsqu'il décida de s'associer avec Lénine et son parti bolchevique, il changea de nouveau pour celui de Maxime Litvinov. C'est le même homme qui était l'espion des Allemands, et c'est encore le même homme qui sera arrêté lorsqu'il essaiera de changer des billets de banque de 500 roublov qu'il avait dérobés après avoir lancé une bombe lors du cambriolage de la banque de Tiflis. Après sa libération par les autorités britanniques, Litvinov retourna en Russie. Il aida Lénine à renverser le gouvernement provisoire de Kerensky et le soviet menchevique instauré à Saint-Pétersbourg avant octobre 1917. Litvinov fut le commissaire des affaires étrangères de Staline de 1930 à 1939 et fut nommé membre du comité central du Parti communiste en 1935. Assassin, receleur d'argent volé, espion, gangster international et chef d'orchestre des menées révolutionnaires dans beaucoup de pays, toutes ces qualités furent acclamées par les nations du monde lorsqu'il fut élevé à la fonction de président du Conseil des Nations Unies. Seul un groupe international, tel que les banquiers internationaux, put sauver la vie de cet homme et lui assurer la liberté lorsqu'il exécutait les mots d'ordre criminels des comploteurs internationaux. Seul le pouvoir et l'influence des banquiers internationaux ont pu faire élire celui-ci président du Conseil des Nations Unies. Voici une bonne preuve pour montrer que les Illuminati contrôlent les hommes qui dirigent les nations. Une autre preuve qui vaut la peine d'être citée établit que les banquiers internationaux du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Allemagne et de Russie travaillaient ensemble même après que l'Allemagne et la Grande-Bretagne se soient déclaré la guerre. Nous trouvons cette preuve dans une brochure intitulée Trotsky, Defender Publishers, Wichita, Kansas, qui cite une lettre de G.M. Dell adressée personnellement à Lloyd George. Mais pourquoi continuer? Il faudrait des livres entiers pour citer toutes les preuves établissant que les banquiers internationaux organisèrent, financèrent et dirigèrent la révolution russe afin d'obtenir le contrôle d'un immense territoire, afin que les Illuminati puissent tester à fond leur théorie totalitaire. En pratiquant des expériences sur un territoire aussi gigantesque que le soi-disant URSS, ils pouvaient déceler les erreurs et les faiblesses du procédé par un tâtonnement. Il aurait été vraiment stupide de leur part d'essayer de diriger le monde entier avant d'avoir accompli cette expérience qui coûta des millions de vies humaines. Telles actions ont toujours fait partie de leur plan à long terme. Ce plan a commencé il y a 5000 ans et fut remis à jour lors de la réunion qui eut lieu dans l'orfèvrerie Bauer à Francfort en 1773. À moins que l'on ne décide d'agir ensemble, il est probable que ce plan arrivera à échéance lorsqu'ils auront obtenu le contrôle économique et politique après la Troisième Guerre. Nous verrons que le gouvernement de coalition qui avait accusé le Premier ministre Askin durant la Première Guerre mondiale, en décembre 1916, ne fit aucun effort pour arrêter les banquiers internationaux dans l'exécution de leur plan qui concernait la révolution russe, alors que ce gouvernement savait que leur succès entraînerait le retrait des armées russes de la guerre. Les sionistes de Grande-Bretagne acceptèrent le renversement du gouvernement impérial russe. Nous en avons la preuve dans le fait suivant. Dès que Lénine annonça qu'il venait d'établir sa dictature, en novembre 1917, Lloyd George annonça également que la politique du gouvernement britannique appuierait le plan Rothschild pour l'établissement d'un foyer national du peuple juif en Palestine. Lloyd George n'éprouvait donc aucun ressentiment vis-à-vis des banquiers internationaux qui avaient pourtant retiré la Russie de la guerre, pays allié de la Grande-Bretagne. Les révolutionnaires mencheviques dirigés par les Juifs en Russie avaient combattu lors de la révolution avortée de 1905. Les mêmes révolutionnaires déclenchèrent la révolution en février 1917. Une fois de plus, ils allèrent au-devant de grands succès au cours des premières phases du coup d'État révolutionnaire. Ils constituèrent de fait un soviet à Pétersbourg. Les banquiers internationaux ne se soucièrent pas de qui menait ce soviet jusqu'à ce qu'il soit près du
du but, mais dès qu'il fut en position de marquer, ils s'interposèrent et prirent la partie en main. Leur but était de mettre en place une dictature totalitaire, fonctionnant selon le principe de la société anonyme. On fit de Lénine un dictateur, et le soviet retourna dans les coulisses. Ensuite, on accusa la foule communiste de leurs crimes contre l'humanité. Le 17 juillet 1917, les bolcheviks, sous la direction de Lénine, lancèrent une agitation antigouvernementale en Russie. Il en résulta un soulèvement de la population échauffée des villes, qui était composée d'ouvriers et de soldats. Cette révolte sans lendemain prit le nom de Journée de juillet. Kerensky fit face à la situation fermement. Il fit tirer sur les foules, plusieurs centaines de personnes furent tuées, mais on restaura l'ordre. Les dirigeants bolcheviks s'enfuirent, et quelques-uns d'entre eux furent arrêtés. Lénine et Zinoviev se cachèrent à Sestroretsk. Trotsky, Kamenev et Lunacharsky faisaient partie des révolutionnaires arrêtés. Staline, qui était alors rédacteur en chef de la Pravda, ne fut pas malmené. Après la révolte, le prince Lvov abdiqua, et Kerensky, le Napoléon juif, devint premier ministre. Kerensky, qui était un grand orateur, essaya de relancer l'enthousiasme pour l'effort de guerre parmi les soldats et les ouvriers. Toutes les tentatives oratoires de Kerensky échouèrent. L'influence de Kerensky commença à décliner régulièrement. Lénine était affairé et convoqua le 6e congrès du Parti ouvrier social-démocrate russe le 8 octobre. Ce congrès dura jusqu'au 16 octobre. Il en sortit responsable des groupes révolutionnaires unifiés. C'est durant cette année que le Parti révolutionnaire uni prit le nom de Parti communiste. Au congrès, un comité secret se constitua et s'intitula Comité central d'octobre. Il comprenait 26 membres qui devaient préparer la révolution d'octobre et diriger ensuite le coup d'État révolutionnaire dans toutes ses différentes phases. Lénine se montra à la hauteur de la situation et à la clôture du congrès, on le luit au présidium du 6e congrès du parti. Les étudiants, en revanche, croient que l'on n'aurait jamais remarqué Staline si de nombreux autres leaders révolutionnaires expérimentés n'avaient été emprisonnés. Mais la vérité est que Lénine agissait comme agent principal du pouvoir caché qui avait des vues sur Staline qui devait supplanter les autres à terme. Le comité central, en organisant la révolution d'octobre, voulait devancer le gouvernement provisoire et en appeler à une élection générale où l'on emploierait le bulletin secret pour élire un gouvernement constitutionnel représentatif qui dirigerait l'Empire russe. L'intention de prise de pouvoir de Lénine devait être réussie avant que l'Assemblée constitutionnelle ne se réunisse en janvier pour mettre en place cette élection à l'échelle de la nation. Si cette élection venait à s'organiser, la population aurait des représentants au gouvernement. Il sentit qu'il serait plus difficile d'obtenir le soutien nécessaire pour le renversement d'un gouvernement du peuple que le renversement du gouvernement provisoire. Son raisonnement s'avéra juste. Aussi étrange que cela puisse paraître à la lumière des événements qui se déroulèrent par la suite, Kamenev fut libéré le 17 octobre et Trotsky un mois plus tard. Le 24 septembre, Trotsky fut élu président du Soviet de Pétersbourg à la place de Tchaïdze. Le 26 septembre, le Soviet de Pétersbourg vota pour transférer le pouvoir militaire à un comité révolutionnaire militaire dirigé par Trotsky. La véritable révolution de Lénine n'était alors qu'une question de jours. Lénine démontra ce qu'une préparation minutieuse et une précision d'horlogerie, soutenue par des moyens financiers illimités, pouvaient accomplir. Il savait comment utiliser à son avantage l'élément de surprise et convainquit rapidement beaucoup de leaders d'autres groupes révolutionnaires qu'il était l'homme de la guerre révolutionnaire. Il eut bientôt tout le monde sous sa coupe et les chefs durent obéir à ses ordres efficacement et sans poser de questions. Les dirigeants révolutionnaires firent circuler une rumeur qui disait que le 2e congrès pan-russus des soviets aurait lieu le 7 novembre. C'était pour détourner l'attention et faire croire au grand public qu'il n'y avait aucune action révolutionnaire prévue à court terme. Le 4 novembre, toutefois, le comité révolutionnaire militaire organisa de gigantesques manifestations de masse, sorte de préparation à la véritable révolte. Le jour suivant, le 5 novembre, la garnison de Pierre et Paul choisit de prendre le parti des bolcheviks. Le 6 novembre, Kerensky fit un effort désespéré pour prévenir la révolution en ordonnant l'arrestation du comité révolutionnaire militaire. Il interdit toutes les publications des bolcheviks et ordonna à des troupes fraîches de remplacer la garnison de Pierre et Paul. Mais Lénine avait trop bien organisé sa 5e colonne. Les ordres de Kerensky ne furent jamais transmis. Les officiels en qui il avait confiance le laissèrent tomber. Lénine sortit discrètement de son repère. Il rejoignit le comité révolutionnaire militaire à l'Institut Smolny dès qu'il sut l'échec des mesures contre-révolutionnaires de Kerensky. L'Institut servait de quartier général aux révolutionnaires.
Le 7 novembre à 14 h, on donna le signal pour le déclenchement de la révolution. La nuit arrivée, Lénine avait bien en main Saint-Pétersbourg. À 15 h, il fit un discours enflammé au Soviet de Pétersbourg. À 21 h, les troupes bolcheviques assiégèrent le quartier général du gouvernement provisoire au Palais d'Hiver. À 23 h, le deuxième congrès pan-russe des soviets se réunit et les bolcheviks s'assurèrent la majorité. Le congrès devint ainsi le gouvernement officiel de la Russie. Kamenev en fut élu premier président et Lénine premier ministre. Trotsky devint commissaire aux affaires étrangères. Le 21 novembre, un juif du nom de Sverdlov succéda à Kamenev. Il était dans le parti bolchevique depuis 6 mois seulement et on le considérait comme un élément de peu d'importance. Mais après avoir été élu président, il exerça rapidement un contrôle absolu sur l'économie russe. Sverdlov était un expert financier formé dans un but particulier, en fait un agent des banquiers internationaux. De nombreux événements dont on ne sut jamais l'explication se déroulèrent dans les cercles révolutionnaires. Sverdlov, qui était très jeune, mourut 2 années seulement après avoir réorganisé l'économie intérieure russe. Il avait accompli sa tâche et il en savait beaucoup trop. En conséquence, il mourut. L'histoire ne fait que se répéter. Lénine appliqua la théorie selon laquelle une organisation implacable de terreur, comportant des souffrances physiques, des angoisses mentales et une dégradation morale, représente une valeur économique précise. Les bolcheviks obtinrent en effet le contrôle absolu de Pétersbourg après quelques jours de batailles sanglantes qui méritent le nom de massacre et d'impitoyable terreur. Lénine ne se laissa pas griser de son succès. L'Empire russe était grand. Il décida avec habileté que les élections programmées par le gouvernement provisoire auraient lieu le 25 novembre. Ce gouvernement avait prévu que la convocation de l'Assemblée des représentants librement élus serait organisée par une commission spéciale. Lénine laissa tout se dérouler selon les prévisions, puis il arrêta les membres de cette commission spéciale et la substitua à un commissaire à l'Assemblée constitutionnelle. La seule différence entre les deux assemblées, c'était que les bolcheviks dirigés par Urutsky dominaient l'assemblée qu'avait constituée Lénine. Grâce à cette action, les bolcheviks étaient en position d'exercer leur autorité sur l'assemblée nouvellement élue dès qu'elle serait convoquée. Lorsqu'enfin l'assemblée fut réunie, Sverdlov prit en main les débats, bien qu'il ne fût point délégué. Les bolcheviks eurent alors recours à des tactiques qui mettaient les délégués aux prises à un tumulte constant et instituèrent le désordre complet. Au bout de 10 heures, tous les bolcheviks sortirent brusquement et leurs troupes firent irruption. Elles éjectèrent les délégués qui restaient et bouclèrent les portes du bâtiment. Ce fut la fin du gouvernement constitutionnel en Russie. En mars 1918, les bolcheviks et leur parti ouvrier social-démocrate russe partirent à Moscou, changèrent le nom de leur parti et l'intitulèrent Parti communiste. Le deuxième congrès pan-russe des soviets devint alors le conseil d'administration officiel. Le parti social-révolutionnaire, contrôlé par des juifs, ne voulait pas de Lénine comme numéro 1 en Russie. Le 30 août 1918, 2 membres juifs de ce groupe essayèrent de l'assassiner. Lénine fut blessé et Urutsky, qu'il avait anaquement nommé chef de sa Tchéka, fut tué. Cet incident servit à Lénine à supprimer ceux qui le gênaient. Il nettoya le pays à fond. Les raids nocturnes devinrent fréquents. Aucune personne ne savait lorsqu'elle allait à se coucher si elle allait être vivante le lendemain matin. David Choub, dans son livre pro-marxiste Lénine, déclare « On ne perdait pas de temps à passer au crible les faits ou à trier les personnes prises dans une rafle lors de ces raids nocturnes. Les prisonniers étaient généralement poussés dans le vieux poste de police à proximité du Palais d'Hiver et fouchés. Le meurtre, la torture, les mutilations, les viols, l'incendie et tous les autres attentats à l'honneur et à la pudeur furent les pierres de touche sur lesquelles on fonda la République socialiste soviétique. Millions de citoyens russes moururent. On estime que plus de 12 millions d'autres furent condamnés à servir l'État par les travaux forcés. Seule la mort les en délivrait. Pendant que les Alliés épuisés combattaient le bolchevisme sur 4 fronts, Lénine réorganisa le mouvement révolutionnaire mondial. En mars 1919, il convoqua la 3e internationale et la présida. Zinoviev en fut élu président. Le but de la réunion était de renforcer les partis révolutionnaires dans chaque pays du monde et de prendre des dispositions pour fournir une aide financière aux dirigeants, les conseiller et les aider en nombreuses autres questions considérées comme nécessaires au succès de la révolution mondiale populaire.